Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce lundi 18 octobre 2021. D'abord, les principaux titres. Les activités de vaccination contre la pandémie Covid-19 ont débuté ce lundi au Burundi. Le ministère de la Santé publique a également mis sur pied un site d'inscription pour les voyageurs qui désirent se faire vacciner au coronavirus. 31% seulement des réalisations ont été accomplies à 9 mois seulement de la date butoir de la construction des barrages hydroélectriques de Djidji Moulé-Embri. Cela transparaît dans un rapport de réalisation du ministère de l'Énergie et des Mines. Au sommaire également, le gouvernement burundais n'autorise que 10 personnes pour aller commémorer le massacre des élèves de Kibimba qui a été commis la nuit du 21 octobre 1993. Pour l'organisation AC de Chirimoso, ces conditions démontrent la discrimination ethnique du régime SNDD-FDD. Vous allez entendre dans cette édition le secrétaire de l'AC Génocide Canada. Je vous le disais en titre, depuis ce lundi des activités de vaccination de la pandémie Covid-19 au Burundi. Le constat est que ces activités n'ont pas été portées à la grande connaissance de la population. Ce même lundi, le ministère de la Santé publique a mis sur pied un site d'inscription pour les voyageurs qui désirent se faire vacciner au coronavirus. Pour les autres qui veulent se faire vacciner, les inscriptions se feront au centre de dépistage actuel. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Ce lundi que le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida avait fixé le début de vaccination contre la Covid-19, tandis que vendredi de la semaine dernière, c'était le premier jour d'inscription pour les volontaires sur les différents sites de dépistage au Covid-19 visités par la RPA. Seul le mouvement de personnes qui veulent se faire dépister était remarquable, contrairement à ceux qui vont se faire inscrire pour recevoir le vaccin. Mais des sources en provenance de certains agents du ministère de la Santé confirment qu'il y a des gens dont le nombre reste indéterminé qui se sont fait vacciner ce lundi. Toutefois, certains des bénéficiaires n'ont pas voulu que leur vaccination soit rendue publique. Quant aux voyageurs, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a instauré un système d'inscription en ligne. Le requérant devra aussi préciser s'il a été testé positif ou non au Covid-19 durant les 6 derniers mois. Vous saurez qu'il n'y a pas eu de lancement officiel de cette activité de vaccination contre la Covid-19 de la part des autorités du pays, encore moins celle du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Qui pourrait rendre compte à l'utilisation de l'argent destiné à la construction du barrage hydroélectrique de Manda en province de Bubanza? Lors de sa deuxième descente sur terrain, le constat du président de la République a été amer. Le projet est tombé en ruine. Pour lui donc, il faut établir les responsabilités. Les travaux de construction de ce barrage de Manda ont démarré lorsque le ministre de l'Énergie et des Mines était dirigé par Kome Mamirakiza, une autorité qui ne cessait de féliciter l'entreprise qui faisait ces travaux. Le point avec Emile Niwasomba. Ici, Évariste Ndayishimiye dit que c'est honteux. Il dit également que lui aussi, comme chef de l'État, il a honte. Il ajoute que 54 milliards de francs ont été dépensés, mais que l'on ne voit pas à quoi ils ont servi. Il dit que ça fait vraiment honte. Ces grognes du président Ndayishimiye datent du 15 octobre dernier lors d'une visite sur le site abritant le barrage Manda en province de Bubanza. Pour le président de la République, les représentants du gouvernement dans ces activités ont été corrompus. Est-ce que celui qui devrait représenter les intérêts du gouvernement n'était pas payé par le pays? Est-ce qu'il a vraiment joué son rôle? Cela montre que l'entreprise qui exécute les travaux et les représentants du gouvernement se sont partagés le butin. La corruption pousse à tolérer des fautes pourtant évidentes.
Évariste Ndayishimiye a alors ordonné au ministre actuel de l'hydraulique, de l'énergie et des mines de lui fournir en délai 2 semaines la liste des personnes qui ont joué un rôle dans les travaux de construction de ce barrage. Pourtant, le président Ndayishimiye n'ignore pas que le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines de l'époque, comme Manirakiza, est le principal acteur en tant que ministre, comme Manirakiza effectuait des descentes sur terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de cette infrastructure. On notera par exemple la descente effectuée conjointement avec le ministre des Finances et celui de l'Environnement. Et au cours d'une de ces descentes, comme Manirakiza avait félicité les acteurs dans les travaux de construction du dit barrage pour les travaux réalisés. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour remercier tous les partenaires qui sont sur ce chantier, que ce soit au niveau de l'entreprise qui exécute, que ce soit au niveau du bureau de surveillance, que ce soit au niveau de la cellule qui est au sein du ministère pour toujours le suivi des travaux. Il avait même tranquillisé l'entreprise qui exécutait les travaux en ce qui concerne le paiement. Et de notre côté, nous promettons à l'entreprise de pouvoir faire de notre mieux pour que quand même nous ne puissions pas aussi laisser l'entreprise ne pas être payée. C'est pourtant pour les mêmes travaux que le président de la République accuse l'acteur d'avoir fermé les yeux parce qu'il a été corrompu. Les plaies du président Ndayishimiye face au dossier de malversation viennent confirmer ce que l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et la malversation économique, ORICOM, ne cesse de dénoncer. Le gouvernement regorge de corrompus plus puissants que le gouvernement lui-même. C'est du moins ce que laisse entendre Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Pour le dossier en rapport avec le barrage de Manda, Gabriel Rufyiri dit que l'ex-ministre de l'énergie et des mines devrait être le premier à rendre des comptes. Je vous propose plutôt d'écouter Gabriel Rufyiri, il est président de l'ORICOM. Ça fait vraiment plus d'une année que le chef de l'État est en train vraiment de nous montrer ce qu'il qualifie d'horrible. C'est vraiment horrible, comme il le dit, c'est vraiment horrible, c'est ce que nous voyons. Ça fait à peu près 20 ans que nous disons cela. Nous sommes plutôt considérés comme des fous. Nous sommes considérés comme des gens, des personnes insensées. Mais il est clair que les corrompus, comme nous le dit toujours, sont devenus plus forts que l'État. Les corrompus sont devenus plus forts que l'État. Nous suivons des messages qui rassurent d'un côté, mais de l'autre côté qui prêtent confusion. Nous ne voyons pas exactement les actions concrètes qui sont menées pour que cette gouvernance qui aspire soit une réalité. Vous savez, ce dossier qui concerne la construction du barrage hydroélectrique de Manda, c'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un dossier qui date de très longtemps. Par ailleurs, c'est pas le seul. Il faut savoir qu'il y a d'autres barrages qui sont en train d'être construits un peu partout dans le pays et qui ont demandé beaucoup de moyens à l'État. Pour nous, tous ces dossiers, il y a vraiment de la malversation, des détournements qui sautent aux yeux de toutes les personnes qui sont avisées, qui suivent ces dossiers. Ce dossier que le président de la République a mis au grand jour ce vendredi passé, c'est un dossier de 54 milliards de francs bruts. Certes, c'est 60% du coût global de ce dossier. Ici, je nommerai directement l'ex-ministre de l'énergie et des mines, M. Manirakiza. Vous savez qu'il a même donné un cadeau au gouvernement d'un bâtiment public, mais pour nous, l'ORICOM a considéré cela comme une corruption. C'est ce monsieur-là qui est vraiment, certes, je sais que c'est pas lui seul, il y en a d'autres, lui, c'est lui qui est le chapeau. Le constat malheureux de l'ORICOM est que face au dossier de malversation, le parti au pouvoir réagit par la promotion des auteurs. Encore une fois, Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Ce dossier rappelle l'ORICOM à d'autres dossiers qu'on avait traités. Et que la finalité de ce dossier a été le classement sans suite. Je vous rappelle le dossier Falcon 50. Vous vous souvenez qu'il y a eu des audits internationaux sur cette affaire. Mais il y a eu même le Parlement, l'Assemblée nationale a mis en place même une commission pour enquêter. Il y a eu un rapport de plus de 700 pages. L'ORICOM dispose de ce rapport. Mais ce qui a été fait est que le procureur général de la République de l'époque
a décidé de se saisir du dossier. Et vous connaissez la suite. Le dossier a été classé sans suite jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. Donc, alors que plus de 5 millions de dollars, donc plus de 10 milliards de francs bruts ont été volés par des personnes bien connues. Les personnes qui étaient impliquées dans ce dossier, ils sont toujours là, ils n'ont eu aucun problème. Le deuxième dossier, souvenez-vous du dossier Interpétrole, où l'ex-gouverneur de la BRB, Isaac, et ex-ministre des Finances, Madame Sinahwa Denise, souvenez-vous ce qui s'est passé sur cette affaire. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Et quelle a été la suite? Le service public, dont le procureur général de la République s'était saisi du dossier. Et par après, le dossier a été classé sans suite. C'était toujours en 2007. Et voilà comment les choses marchent. En dernier lieu, juste à titre d'illustration, souvenez-vous de l'avion qui a été acheté en 2014. Ils avaient informé l'opinion nationale et internationale comme quoi l'avion qui a été acheté devait atterrir sur le territoire burundais. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'avion n'a jamais atterri sur le territoire burundais. Pour ce faire, nous demandons en premier lieu qu'il y ait des mesures provisoires, suspensives. Il faut que ces mesures soient prises dans les meilleurs délais. Premièrement, il faut que toutes les sociétés qui ont trempé de près ou de loin dans ces marchés publics, à commencer par ce marché de plus de 54 milliards, soient suspendus dans tous les marchés publics du Burundi. Toujours en page de gouvernance, après quelques jours de pénurie de carburant, la direction de la gestion des produits pétroliers a établi ce lundi une liste de 11 stations-service en mairie de Bujumbura, réservée uniquement à l'approvisionnement de bus de transport en commun. Une mesure qui pourtant ne suffit pas pour faire face à la pandémie de carburant, encore moins à la hausse instantanée du prix de ce produit sur le marché mondial. Pour l'économiste Faustin Ndikumana, le gouvernement devait observer scrupuleusement 3 voies, dont la suppression de certaines taxes imposées aux produits pétroliers afin de gérer efficacement la pénurie de carburant. Suivez plutôt Faustin Ndikumana. Normalement, pour s'assurer la sécurité du carburant au niveau de disponibilité ou au niveau du prix, il faut passer par 3 voies. La première, c'est la construction d'un stock stratégique suffisant qui peut garantir la disponibilité, par exemple, du carburant sur le terrain, sur le marché ici intérieur, par exemple, une période de 4 mois, 6 mois, même s'il y aurait des perturbations, des problèmes liés à l'approvisionnement. Deuxièmement, il faut un circuit d'approvisionnement bien assuré à partir des opérateurs qui approvisionnent le pays en carburant, qui doivent être diversifiés. Il ne faut pas qu'il y ait de monopole. Il faut que le pays ait une trésorerie suffisante pour payer à temps les fournisseurs, pour qu'il n'y ait pas de perturbations. Et aussi, il faut voir comment alléger le coût du transport du carburant à travers des négociations ici et là des pays limitrophes, surtout que le Burundi est un pays enclavé. Et comme c'est un pays enclavé, il faut aussi diversifier les canaux d'approvisionnement et selon les différents corridors. Et troisièmement, il faut surveiller les taxes appliquées au carburant. Parce qu'il y a beaucoup de types de taxes comme les accises qui sont appliquées sur un produit aussi stratégique, donc qui est assuré d'avoir une grande consommation pour permettre à l'État de percevoir ces taxes, mais dans des circonstances où le coût du carburant augmente, par exemple au marché international, il faut que le gouvernement soit disposé à abandonner certaines taxes pour éviter l'augmentation vertigineuse du prix du carburant qui peut causer un tort au niveau de l'économie nationale, fonctionnement de l'économie nationale. C'était Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. L'addiction d'eau potable au sein de la population burundaise et l'acheminement du courant électrique laisse à désirer. Cela transparaît dans un rapport de réalisation du ministère de l'Énergie et des Mines. Hormis que la plupart des projets sont toujours sur papier, faute de moyens financiers, ceux en cours de réalisation sont loin d'être achevés. Parmi ces projets figure l'utilisation de l'énergie solaire, un projet qui est toujours en cours de discussion, bien que le ministre Abraham Wizeye affirme qu'il est dans sa phase finale. Le projet Gigawatt Global Burundi, en partenariat public et privé,
Les travaux techniques sont en phase de finalisation et le processus de négociation du prix d'achat d'électricité est en cours, ainsi que le processus aussi de négociation de voir comment on va mettre les batteries pour emmagasiner justement l'énergie consommée pendant le jour. On est toujours en négociation. Ça va aussi prendre un peu de temps pour qu'on puisse terminer ça. Le projet Umuchoyi Terambere, l'étude de faisabilité pour la construction de 13 mini-réseaux est en cours de finalisation. Le rapport final est attendu dans ce mois d'octobre pour lancer le DAO avant la fin du mois de novembre 2021. D'autres projets évoqués sont en rapport avec la construction des barrages hydroélectriques. Le ministre Abraham Uwizeye parle ici de l'état d'avancement des barrages de Rusumo et celui de Gigi Mulembwe. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique Rusumo Force de 80 MW pour 3 pays, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Les travaux de construction du barrage avancent très bien et l'avancement des travaux de génie civil et électromécanique. D'ailleurs, le taux d'exécution en général est autour de 82%. Il y a aussi la construction des centrales hydroélectriques de Gigi Mulembwe. La construction de la cité d'exploitation est exécutée à 93,23%. La construction des routes d'accès est exécutée à 34%. Les travaux d'aménagement du barrage de Gigi se poursuivent par la construction de l'ouvrage de dérivation de la rivière en béton armé, dont l'état d'avancement est à 69% et le taux global d'exécution est à 31%. Bien que le ministre n'ait pas voulu préciser à quand prendront fin ces travaux de construction du barrage Gigi Mulembwe, débuté le 18 octobre 2018, le délai d'exécution du dit projet était de 45 mois. Mais le constat est que, à 9 mois seulement de la date butoir, 31% seulement des réalisations ont été accomplies et sont en grande partie faits de routes menant vers le site et de maisons d'habitation pour le chantier. Toujours en page de gouvernance, l'administrateur de la commune de Buraza en province de Gitega passe outre les directives de son ministre de tutelle. Ce dimanche, il a rappelé les habitants de sa commune à s'acquitter des frais d'entretien d'eau potable pour éviter des sanctions. Pourtant, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a récemment suspendu la collecte de cet argent dans tout le pays. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Ce dimanche, un communiqué de l'administrateur communal de Buraza, Désiré Nyongabo, a été lu dans toutes les églises. Cet administratif rappelait les habitants de ces communes à s'acquitter de leurs contributions à l'entretien des réseaux d'eau potable. Chaque ménage paye annuellement 600 francs burundais. L'administrateur promet des sanctions à celui qui ne s'en acquittera pas. Un communiqué qui a étonné les habitants de cette commune, bien informés que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, a suspendu la collecte de cette contribution. Nous avons donc été surpris d'entendre dans un communiqué lu dans l'église que celui qui n'a pas encore payé cette somme de 600 francs burundais s'expose à des punitions. Nous ne savons plus quoi faire. De plus, ces habitants précisent que lorsque la fontaine est bouchée, pour ceux qui utilisent l'eau de la fontaine, c'est la population même qui se charge de payer le technicien. Pour nous qui puisons de l'eau sur la fontaine, personne ne vient pour nous dépanner. Si la fontaine se bouche, c'est toujours la population qui se charge de payer le technicien. Dans une lettre adressée au gouverneur de province et au maire de la ville de Bujumbura le 15 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique leur demande de suspendre la collecte des fonds auprès des ménages qui est destinée à l'entretien des réseaux d'eau potable. Gervais Ndirakobucha demande aussi au gouverneur de s'assurer que les budgets des communes de leur ressort contiennent une rubrique destinée à l'entretien du réseau d'eau de leur circonscription. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Désiré Nyongabo, administrateur de la commune de Buraza, pour plus d'explications. Merci à toi, Dani Claire, il la trouve. Après cette petite transition, nous parlons sécurité. RPA.
La rédaction de la RPA a pu répertorier 8 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée dans 3 provinces du pays. Parmi ces victimes, 6 sont de la province de Cibitoke. Josiane Mouzanez. 3 des 6 victimes de la province de Cibitoke ont été retrouvées tout près de la rivière Rusizi, à la 6e transversale sur la colline Ndava Village, en commune Ouganda. C'était jeudi dernier. Les sources sur place indiquent que ces corps étaient en état de décomposition et que les victimes n'ont pas été identifiées. Les administratifs à Ouganda ont ordonné l'inhumation sans faire des enquêtes. 2 autres personnes ont été assassinées, accusées de sorcellerie. Il s'agit d'Anaklen Haoumenia, âgé de 55 ans. Il a été tué à coups de machette par des personnes non encore identifiées sur la colline Zone Ruziba, en commune Mugina, jeudi dernier. Une autre personne tuée dans la province de Cibitoke, accusée de sorcellerie, est un octogénaire. Il a été tué à l'aide de machettes par des inconnus sur la colline Gassegna en commune Ouganda lundi dernier. La dernière personne assassinée en province de Cibitoke est un certain Jean Zoihaya. Il a été fusillé par des policiers alors qu'il tentait de voler dans la compagnie russe d'exploitation des minerais du nom de Tanganyika Mining, située sur la colline Mugungu, zone Butahana, en commune Mabayi, vendredi dernier. En province Makamba, un corps sans vie d'une femme qui n'a pas été identifiée a été découvert dans la rivière Malagarazi, du côté de la colline Ebuhema, zone Mugeni en commune Kayogoro. C'était samedi dernier. Nos sources à Kayogoro révèlent que le corps était emballé dans un sac et en état de décomposition. Les administratifs à Kayogoro ont donné l'ordre de son enterrement sans faire des enquêtes. La dernière victime répertoriée par la RPA la semaine écoulée est de la province Muyinga. Il s'agit de Haruna Ndaïzeguié, membre du parti CNDD-FDD. Il a été fusillé par des personnes tout près de son domicile sur la colline Nyungu, zone Gassari, en commune Gassogui. C'était lundi dernier. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. En page politique, le gouvernement burundais n'autorise que 10 personnes pour aller commémorer le massacre des élèves de Kibimba qui a été commis la nuit du 21 octobre 1993. Pour l'organisation AC Génocide de Chilimoso, ces conditions démontrent la discrimination ethnique du régime CNDD-FDD. Emmanuel Nkurunziza, le secrétaire de l'AC Génocide Canada, explique que les raisons avancées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour justifier la limitation des participants sont fallacieuses et contradictoires. Suivez plutôt Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de l'AC Génocide Canada. Nous avons d'abord été affligés, nous avons constaté ce 2 poids 2 mesures, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, parce que ce n'est pas la première fois que notre organisation subit une persécution tant directe qu'indirecte de la part de ce régime, mais en même temps, ça confirme, surtout si on analyse le contenu, l'envie, le dessein, en fait, la volonté délibérée de diviser les Burundais en victimes et en bourreaux. Parce que si un ministre de l'Intérieur ose écrire, nous assumons que vos morts, comme si les morts, les enfants tués à Kwiwu à cause de leur appartenance au groupe social Tutsi étaient des étrangers ou alors des êtres extraterrestres, ça montre que justement ce ministre et comme son gouvernement, donc son organisation, ne sont pas touchés, n'ont rien à voir avec cette mort atroce, inutile et injuste. C'est comme si on n'a aucun lien avec ces gens tués, simplement parce qu'ils sont Tutsis, parce que les victimes Tutsis, pour eux, ce sont des morts aux autres, ce ne sont pas les leurs. Autre chose, en analysant cette correspondance, nous trouvons encore une fois que une année jour pour jour, après notre demande qui a été purement et simplement rejetée en 2020, quand le régime a évoqué des mesures, des raisons fallacieuses de sécurité, eh bien, le fait que cette année, ils admettent qu'on peut s'y rendre, alors que c'est la même localité, située à je ne sais combien de kilomètres de chez le chef de l'État. Nous constatons qu'aujourd'hui, ils ne font que se contredire, que ce sont justement ces morts, que ce sont ces mémoriaux qui intriguent, qui hantent même ce régime au point de déclarer une insécurité à Kwiwu, à Kibimba. Cette nuit du 21 octobre 1993, 150 élèves ont été sauvagement assassinés. Dans la réponse à la demande de l'autorisation de la génocide de Chilimoso, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a expliqué que c'est dû à la situation actuelle de Covid-19. Parlons éducation à présent. Le lycée Buhayira de la commune Mugui en province de Cibitoke n'a plus de classe de 3e et seconde. L'école n'a reçu aucun candidat à ces classes. Les parents n'ont plus inscrit leurs enfants sur cette école à cause des sommes d'argent exorbitantes que le directeur de cet établissement leur exige de payer, mais qui ne sont pas utilisés pour des faits énoncés. Le point avec Elodie Duveremèche.
Les enseignants du lycée Bouhaïra en commune Mougui sont préoccupés par la décision de certains parents qui ont cessé d'inscrire leurs enfants à ce lycée. Cette année scolaire en cours, deux classes sont fermées par manque d'élèves, ce qui n'était pas le cas durant l'année scolaire dernière. Un des enseignants témoigne. C'est vraiment honteux de voir que le lycée Bouhaïra n'a plus d'élèves dans les classes de 3e et de seconde. Durant l'année scolaire 2020-2021, ces deux classes du lycée avaient des élèves, mais pour cette année scolaire 2021-2022, les deux classes sont vides, donc fermées, et la classe de première n'a que 5 élèves seulement. Le motif derrière cette décision de certains parents est que le directeur du lycée Bouhaïra, François Abonimana, leur exige souvent de payer des sommes d'argent, lesquelles ne sont pas utilisées par la suite pour les fins expliquées. À titre illustratif, ces enseignants donnent l'exemple des sommes d'argent que ce directeur a collectées l'année dernière auprès des parents pour la construction de 2 nouvelles classes, mais dont les travaux ne sont pas encore achevés jusqu'aujourd'hui. La principale raison qui a fait que ces élèves aient abandonné cette école, c'est l'argent que le directeur François Abonimana leur a exigé de payer et qui a été détourné par ce même directeur. L'année dernière, chaque élève de la 7e année jusqu'à l'année terminale a dû payer 13 000 francs au premier trimestre et au deuxième trimestre, chaque élève de ce lycée a payé 7 000 francs. Ils ont encore une fois payé 7 000 francs au troisième trimestre. Cette somme d'argent était destinée à la construction de 2 classes afin d'agrandir le lycée, mais elle n'a pas été utilisée pour ce projet. Les enseignants du lycée Bouhaïra s'inquiètent que si la situation ne change pas, cet établissement risque de perdre tous les élèves à cause de ce que les parents accusent leur directeur. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Abonimana François, le directeur du lycée Bouhaïra, mais en vain. Dans nos éditions ultérieures, nous allons vous parler d'autres accusations des parents à l'encontre du dit directeur. Merci à toi, Eloge, disait les méchants. Les habitants du quartier Gatunguru, zone Rubirizi, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, demandent que les quartiers soient aussi alimentés en eau potable par la Régie des eaux, comme ce sera le cas pour les quartiers voisins. Les habitants de ce quartier indiquent que l'hydraulique n'est plus à mesure de leur donner de l'eau. Répétez avec Eric Nyonzima. Les quartiers voisins du quartier Gatunguru, qui seront alimentés en eau par la Régie des eaux, sont Charama 112, Garahe et Somali. Les habitants de Gatunguru demandent d'être également servis par la Régie des eaux car ils ont les mêmes problèmes que leurs voisins. L'hydraulique ne leur donne plus de l'eau depuis une longue période, comme le témoigne un habitant du quartier. Nous voulons l'adduction faite par la Régie des eaux. Premièrement, le compteur de la Régie des eaux est moins cher, c'est 250 000. En plus, l'eau coule à tout moment, mais le compteur de l'hydraulique coûte 900 000. Si tu ajoutes les accessoires, ça te coûte 1 million et on te donne de l'eau 1 fois ou 2 fois par mois. Nous demandons de ne pas être écartés puisque Gahaï et une partie de Charama étaient alimentées avant par l'hydraulique, qu'on nous donne nous aussi l'eau de la Régie des eaux. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons continuer d'être avec l'hydraulique alors qu'ils ne font que voler notre argent. Les habitants du quartier Gatunguru font savoir qu'ils ont appris que l'hydraulique serait en train de demander que leur quartier ne soit pas servi par la Régie des eaux pour ne pas perdre tous les clients. Les habitants de Gatunguru s'insurgent contre cette attitude car selon eux, cette association n'est plus capable de leur donner de l'eau. Nous avons entendu que la Régie des eaux aurait voulu nous ajouter sur la liste des autres quartiers, mais l'hydraulique aurait négocié pour garder notre quartier. Non, nous nous insurgeons contre cette attitude des responsables de l'hydraulique. Moi aussi, je suis client de cette société, mais dans un mois, nous avons eu de l'eau une seule fois. Comment allons-nous vivre? Nous avons leur compteur, mais ça n'empêche que nous allons puiser l'eau sale des puits. Nos enfants souffrent déjà des maladies de la peau. Parfois, on manque même cette eau des puits. On n'a pas pu joindre les responsables de la Régie des eaux et de l'hydraulique. Merci à toi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, pour votre écoute. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimaguizé. Bon début de semaine à tous.